Bonjour, je m'appelle Lasconi. NYSYMB est l'acronyme de Ngumbulu Yasangi Yaminabantu, prénom totémique Congo qui signifie le lion de la brousse qui dévora les braconniers. Je suis chercheur pluridisciplinaire, enseignant et globe-trotteur natif de la rive droite du fleuve Congo. Monsieur Lasconi. Il se présentera lui-même tout à l'heure parce que je ne saurais et je n'ai toutes les informations pour le présenter. C'est un grand monsieur qui fait le tour de l'Afrique pour parler aux Africains sur le panafricanisme, notamment à travers la première célébration de Bimbia, le devoir de mémoire contre l'oubli, un événement qui est organisé par votre radio, la radio Cheikh Anta Diop. Cet événement aura lieu du 19 au 25 août sur la radio, bien entendu, et une grande conférence aura lieu le 21 août à la librairie des peuples noirs. Donc aujourd'hui, nous allons poser un certain nombre de questions à M. Lasconi sur Haïti, le testament politique de Toussaint Louverture, de Dessalines, l'implication de la révolution haïtienne sur le comportement des Africains de la diaspora, n'est-ce pas, et ceux d'Afrique. Donc voilà en gros le menu de notre entretien, que je vais avoir avec M. Lasconi. Chers auditeurs, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Cameroun. Merci beaucoup. Est-ce la première fois que vous venez au Cameroun ou pas? Non, je suis venu ici à plusieurs reprises. Et il fut une époque avant de me rendre à Brazzaville, je passais toujours par Douala. D'accord, donc bienvenue au Cameroun une fois de plus. Donc dites-nous de quel pays êtes-vous exactement? Alors, je suis originaire de la rive droite du fleuve Congo, Brazzaville pour les colons, mais le vrai nom de la ville dans laquelle je suis né, c'est Mfwa. D'accord. Merci. Donc nous allons aller entrer dans le vif de notre entretien. Nous allons parler de Haïti, n'est-ce pas, et du testament politique d'Haïti. Dites-nous, est-ce qu'en bref, déjà, vous pouvez nous restituer les conditions qui ont prévalu, n'est-ce pas, au déclenchement de la guerre de libération nationale de Haïti par Toussaint Louverture et ses amis. Quelles étaient les conditions, n'est-ce pas, de l'esclave à ce moment-là? Disons que Toussaint Louverture est né dans la plantation Breda. C'est pour la première fois dans l'histoire des Africains déportés où des anciens esclaves ont réussi à vaincre la plus puissante armée du monde, celle de Napoléon Bonaparte, conduite par son beau-frère Leclerc, qui était une barbouze, qui était prête à exécuter toutes les sales besognes pour assouvir la soif sanguinaire de Napoléon Bonaparte. Et cette révolution a été déclenchée 2 ans après la Révolution française de 1789. Cyril James a écrit un ouvrage qui s'appelle The Black Jacobin. Ce livre a été édité à plus de 20 reprises et a été préfacé, postfacé à plusieurs reprises. Ce livre a donné lieu à plusieurs colloques et je pense que c'est la référence absolue lorsqu'on parle de Haïti. D'accord. Quelles étaient les conditions de vie des esclaves? Les conditions de vie des esclaves, on n'a même pas besoin de les décrire. Un esclave est un bien meuble, donc c'est la propriété privée de quelqu'un. C'est un être humain qui est dépossédé de tous ses droits, surtout dépouillé de sa qualité humaine, puisqu'on peut se le léguer de père en fils ou de mère en fille, etc. Et il a fallu que les Africains qui vivaient dans cette partie du globe prennent une résolution en août 1791 au Bois Caïman pour mener une révolution. En fait, c'est ce que moi j'ai intitulé le rituel des hostilités. Il y avait Dutty Boukman qui était natif de la Jamaïque et qui était adepte des religions africaines, qu'on pourrait appeler vaudou ou le pacomania.
Et c'est lui donc qui, au bois Caïman, en août 1791, a décidé de rassembler ses frères de race pour parler passionnément de liberté. Et c'est là où, c'est donc ce rituel qui a déclenché la révolution. De 1791 jusqu'à 1803, vous avez exactement 12 ans de révolution où les esclaves ont combattu avec des armes rudimentaires. C'était 500 000 esclaves contre 30 000 colons. D'accord. Quel est le testament politique, n'est-ce pas, que devrait tirer, qu'a donné Toussaint Louverture? Je pense qu'avant tout d'abord de parler de testament, il est bon oui. d'expliquer le contexte dans lequel les Noirs vivaient à l'époque. Pour parler de Toussaint Louverture, qui est la figure emblématique de cette révolution, Toussaint Louverture était un général analphabète. Lorsqu'il appartenait encore à la plantation Breda, donc le nom de son maître, il emmenait l'enfant de son maître à l'école sur les épaules, déposait l'enfant en classe, mettait sur la fenêtre, puisque les Noirs n'avaient pas le droit, accès à l'instruction. Donc en déposant l'enfant du maître à l'école, il en profitait pour suivre les cours. C'est à partir de là qu'il a commencé à baragouiner un peu le français, puisque Toussaint Louverture n'était pas capable d'écrire correctement une phrase en français, selon l'historien Cyril James, qui a passé plus de 10 ans en France pour étudier cette histoire aux Archives nationales de France. Allez-y. Bon, maintenant, là, vous avez parlé de Toussaint Louverture, de sa formation rudimentaire, n'est-ce pas? Et restons sur lui. Au-delà de ça, quelles étaient ses qualités, indépendamment de cette dimension, de cette volonté d'apprendre, n'est-ce pas? Voilà. C'était un meneur d'hommes qui était jaloux de sa liberté et qui ne concevait pas que son peuple puisse demeurer dans les chaînes. J'ai d'ailleurs, cette révolution m'a inspiré un poème qui s'intitule « Prière d'un nègre traumatisé » que j'ai dédié à mes frères haïtiens, puisqu'ils ont été les premiers à tracer le chemin de la liberté dans la diaspora historique. Et il serait bon de préciser que la révolution, bien que Toussaint Louverture l'incarne, mais il n'est pas seul. Il y a son petit frère Moïse, qui est également un redoutable guerrier, qui était même plus radical, selon les historiens qui se sont consacrés à cette histoire. Il y a eu de nombreuses personnalités à cette époque. Je parle de personnalité parce qu'il fallait avoir une forte personnalité pour pouvoir mener ce combat face à une armée redoutable. Parce que Toussaint Louverture a su organiser des analphabètes qui ne savaient pas, qui étaient incapables de lire un plan pour pouvoir se déplacer dans les villes. Et là, ce qui est étonnant, c'est qu'ils vont mettre en déroute une armée mécanisée. Et il faut le dire parce qu'ils ont quand même une certaine technologie. Hein, et l'ouverture va réussir à combattre à la fois les Espagnols, les Anglais et les Français. Mais c'était un grand stratège. Toussaint Louverture n'aspire pas à devenir indépendant alors qu'il avait les moyens de devenir roi de la Caraïbe, de se faire couronner, puisque Maitland, qui à l'époque était gouverneur de la Jamaïque, donc représentant de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, était obligé de négocier avec Toussaint Louverture, puisqu'une cargaison destinée aux Haïtiens avait été arraisonnée par les forces britanniques, craignant qu'il y ait une contagion dans les îles avoisinantes. Donc Maitland était obligé de payer 1 million de francs à l'époque de dédommagement à Toussaint Louverture. Si un gouverneur d'une colonie britannique, à savoir la Jamaïque, se permet de payer, de compenser la perte de ces armes qui ont été arraisonnées par l'armée britannique à Toussaint Louverture, cela prouve la puissance de Toussaint Louverture à l'époque. L'histoire de Haïti se répète aujourd'hui, au XXIe siècle en Afrique, c'est exactement l'histoire du Sud-Soudan et du Nord-Soudan. C'est-à-dire que les gens qui avaient la peau claire, ce qu'on appelait les libres de couleur, avaient un sentiment de supériorité. Et c'est là où le travail de Cyril James est très bénéfique pour nous autres Africains, parce que James explique que la race nègre a été subdivisée en 127 catégories. Donc vous avez négro, négrito, négrillon, carteron, mulâtre, marabout, cabresse, etc. Donc ça a donné des sous-catégories, et malheureusement cet héritage
a eu un impact négatif sur les afro-descendants, puisque aujourd'hui nous avons des termes comme peau sauvée, peau chapée, parce que plus on était clair, plus on était coté dans la société. Et Toussaint Louverture, Dessalines étaient des gens très foncés de peau, qui faisaient partie de la deuxième génération d'esclaves arrivés dans le Nouveau Monde, puisque le père de Toussaint Louverture a été capturé à Allada, où d'ailleurs on a érigé un monument en son honneur. Il suffit de se rendre au Bénin à Allada. Allada, c'est au Bénin. Voilà. D'accord. Là, on a globalement parlé de la personnalité de Toussaint Louverture. Avant, pour rendre hommage également à d'autres héros, n'est-ce pas, de cette époque-là, parce que très souvent on oublie de citer les autres, n'est-ce pas? Absolument, oui. Surtout Jean-Jacques Dessalines, qui est réellement le père de l'indépendance d'Haïti, puisque c'est lui qui a proclamé l'indépendance. Et malheureusement, ce que j'appelle moi le syndicat des empires coloniaux, à savoir que Haïti est un pays qui a été isolé, aucun pays ne peut vivre en autarcie. Haïti a été coupé du reste du monde puisque c'était le mauvais exemple à ne pas suivre. Les Haïtiens ont vaincu l'ancien maître. La France n'a jamais digéré, je dis bien la France n'a jamais digéré cette défaite, puisque depuis 1804 jusqu'à 2010, aucun chef d'État français n'avait visité Haïti, alors que Haïti est membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Il a fallu qu'il y ait un tremblement de terre pour que Nicolas Sarkozy se rende en Haïti, non pas pour rendre hommage au peuple haïtien ou pour faire une visite, mais c'était un coup de publicité. Donc cette rancune est restée parce que la France, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais digéré cette défaite. D'abord, c'est une histoire taboue. Est-ce que la France n'a jamais digéré Haïti du fait que ce soit parce que du fait que Toussaint Louverture et ses amis, n'est-ce pas, les analphabètes, ont battu le plus grand militaire, j'allais dire le plus grand homme de la France, qui est Bonaparte? Vous remarquerez que l'île d'Hispaniola est divisée en deux. Vous avez à côté la République dominicaine, dont la capitale est Saint-Domingue, à ne pas confondre avec la Dominique. Donc la République dominicaine qui occupe la partie est de l'île, et c'est la plus grande partie. Et Dessalines choisit la partie la plus petite parce que c'est la partie la plus montagneuse. Et les montagnes sont des boucliers naturels contre une armée qui est mécanisée, qui détient certaines technologies militaires à l'époque. Voilà pourquoi Dessalines donc choisit de proclamer l'indépendance unilatéralement. Par la suite, Dessalines sera assassiné par Pétion, qui est un métis. Et la France ne reconnaît pas l'indépendance d'Haïti. Et donc il fallait payer 150 millions de francs or que Haïti a continué à payer jusqu'au milieu du XXe siècle. Et c'est sans doute cette dette qui a pesé sur le sort du peuple haïtien, parce que ce peuple qui autrefois avait fait de cette terre d'Haïti la colonie la plus prospère de la Caraïbe, puisqu'elle fournissait plus des 3/4 de la production sucrière à la France, deviendra un îlot de pauvreté. Et aujourd'hui, pour exemplifier sur la misère, nos frères de la Caraïbe, surtout francophones, disent toujours « Ah, si nous devenons indépendants, on va devenir comme Haïti. » Comme Haïti. Donc Haïti est devenu la vitrine d'une pauvreté effrayante. D'accord. Et les États-Unis, quel était le rôle, quel rôle a joué les États-Unis et les autres puissances dans l'isolation? L'isolement, oui. En fait, c'est justement très important d'évoquer cette partie. À cette époque, je vais donc citer les puissances négrières qui étaient dans la région, dans les Caraïbes. On annonce seulement le Danemark, et oui, les Danois aussi ont vendu des Africains puisqu'ils détenaient 3 îles, Saint-Croix, qui s'écrit Saint-Croix en français, Saint-Croix, Saint-Thomas et Saint-John's. Ces territoires seront vendus plus tard aux États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les Antilles danoises, mais qui font partie des États-Unis d'Amérique. Ce sont des îles, des territoires d'outre-mer américains. Vous avez la Hollande, qui a également des îles dans la Caraïbe, Sécha, Saint-Eustatius, Saba et Bonaire, qui est près du Venezuela. Vous avez la France, qui a la Guadeloupe,
la Martinique, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Vous avez l'Angleterre qui a ce qu'on appelle les îles sous le vent, Saint Kitts et Nevis, Antigua et Barbuda, Grenada, Saint-Vincent and the Grenadines, Anguilla et pas mal d'îles. Et donc, à cette époque, tous ces Européens qui pourtant étaient en rivalité vont se concerter pour décréter un embargo. Et qu'est-ce que les Haïtiens vont faire? Privés d'énergie, ils seront obligés de couper du bois pour faire du charbon afin d'avoir de l'énergie. Malheureusement, cela aura des conséquences sur l'environnement puisque Haïti, aujourd'hui, est le pays qui souffre le plus lorsqu'il y a des cyclones. Donc là, vous nous faites une révélation, là, le fait qu'en passant les catastrophes naturelles qui s'abattent sur Haïti, d'après vous, viennent du fait qu'elles aient coupé... Oui, puisqu'il y a même une île qu'on appelle île de la Tortue, ironie du sort, cette île a été inondée au moment où le Premier ministre s'appelait Gérard Latortue. Les conséquences écologiques, n'est-ce pas, sur Haïti, là, l'une des conséquences de sa... C'est les conséquences de l'embargo, parce qu'il n'y aurait pas eu d'embargo, les Haïtiens n'auraient pas coupé du bois, ils auraient importé du gaz. Oui. Donc, ils étaient obligés de couper du bois pour avoir de l'énergie, parce qu'il fallait faire fonctionner quelques industries qui existaient. Oui. Malheureusement, le fait de couper du bois, meilleur rempart contre les cyclones, oui. Aujourd'hui, Haïti est ravagé à chaque fois qu'il y a un cyclone. D'accord, là nous avons parlé de Toussaint, nous avons parlé un peu des Salines, nous sommes revenus sur les conditions des États-Unis, enfin des pays, n'est-ce pas, de la sous-région, des pays de la sous-région, des pays occidentaux qui ont mis un embargo sur Haïti, exactement comme on l'a fait sur Cuba plus tard, n'est-ce pas? Maintenant... Non, on ne peut pas comparer l'embargo que subit Cuba par rapport à l'embargo décrété contre Haïti. Parce que l'embargo contre Cuba, c'est l'embargo que les États-Unis d'Amérique ont décidé. Ce ne sont pas tous les pays qui ont mis Cuba sous embargo. Dans le cas d'Haïti, c'est le monde entier contre Haïti, une petite île qui est obligée de subir la foudre de toutes les puissances impérialistes. Donc la comparaison n'est pas faisable, mais seulement ce qu'il y a important de préciser, c'est que Toussaint est un grand stratège, Toussaint est un grand soldat, c'est un meneur d'hommes, mais il commet l'erreur puisqu'il a 26 000 soldats qui sont prêts à traverser la mer Caraïbène pour se rendre de l'autre côté, où 3 000 nègres marrons attendent à Port-Antonio pour s'abattre sur Kingston. Donc, Toussaint aurait pu même devenir chef de la Jamaïque. Là, on voit bien des erreurs stratégiques. En même temps, c'est un stratège, mais en même temps, il a fait une grosse erreur. Non, je pense que sa francophilie, lui, se voyait en gouverneur. Vous savez, lorsqu'on a été esclave, il y a quand même des stigmates, oui, il y a des traces qui restent. Oui. Il était francophile et le modèle, c'était le maître. Donc, il voulait à tout prix être encore dans le giron français, alors qu'il aurait pu s'affranchir. Donc, la liberté n'était pas tout à fait dans sa... n'était pas... Non, la liberté, c'était son aspiration. C'était son aspiration, mais... Non, c'était son aspiration, mais dans la France. Libre dans la France. Ok. Bon, maintenant, là, aujourd'hui, quel regard que porte j'allais dire, la diaspora, là, notamment la diaspora américaine, vis-à-vis de Haïti? Adule-t-elle cette révolution? La prend-elle pour exemple, n'est-ce pas? Et bon, voilà, c'est la question en ce qui concerne la diaspora. Alors moi, je suis... je dirais que le regard de la diaspora sur Haïti est assez mitigé. Pour ceux qui ont lu cette histoire épique, cette lutte épique du peuple haïtien, sont admirateurs, mais sont très minoritaires. Parce que Haïti est le mauvais exemple, puisque c'est une vitrine d'une pauvreté effrayante. Donc c'est le mauvais exemple. Et il fallait donc punir, puisque à côté, sur la même île, vous avez de l'autre côté, à l'est, la République dominicaine qui est prospère, où on voit un tourisme de masse, des buildings, des infrastructures routières, des hôpitaux, une prospérité économique. Et de l'autre côté, vous avez des Noirs
qui souffrent, qui vivent dans la misère la plus... terrible. Oui, une misère inimaginable parce que c'est quand même le pays qui fournissait le plus de canne à sucre à la France. C'était en tout cas le territoire qui fournissait le plus de canne à sucre à la France et qui a contribué énormément à la prospérité de la France. Et ironie du sort, c'est aujourd'hui le pays qui souffre le plus économiquement. Mais ça peut s'expliquer pour la bonne et simple raison. Les Haïtiens ont payé 150 millions de francs or. Et lorsque, en 2004, le président Jean-Bertrand Aristide fait un calcul avec des experts pour estimer la somme que les intérêts qu'aurait généré cette somme et demande le remboursement à la France, ben, les Français vont mener conjointement avec les États-Unis d'Amérique une opération qu'on appelle Rochambeau. Rochambeau qui est l'une des barbouzes de Napoléon, donc la revanche de la France sur Haïti. Ils vont mener conjointement une opération militaire secrète qui va être une opération de déportation puisque le président Aristide a été capturé dans son palais en pyjama et déporté en Centrafrique. Son avion fera escale sur l'île d'Antigua avant d'aller en Centrafrique. Et de Centrafrique, il sera rapatrié en Afrique du Sud. Donc on voit là toujours la main de la France, la main... Oui, la main de la France et des États-Unis, parce qu'en 1915, les États-Unis avaient des visées impérialistes sur Haïti parce que l'esclavage a été aboli en 1865, en décembre 1865, globalement aux États-Unis d'Amérique. Donc 61 ans après l'indépendance d'Haïti. Donc la liberté des Haïtiens faisait peur aux WASP, White Anglo-Saxon Protestants, qui dirigeaient les États-Unis d'Amérique, craignant qu'il y ait une contagion. Parce que Haïti était le modèle de liberté. Et d'ailleurs, les Haïtiens avaient accueilli même des Juifs qui étaient persécutés de gauche à droite. Et dans la constitution haïtienne, il était inscrit que toute personne qui trouvait refuge en Haïti devenait systématiquement noire. Donc les Polonais, les Blancs et tous les Juifs qui sont réfugiés à Haïti étaient considérés comme des Noirs. Et donc, de ce fait, devaient être protégés. Absolument. D'accord. Là, nous avons vu la condition de vie, les conditions qui ont été imposées au gouvernement haïtien, n'est-ce pas, et qui ont handicapé véritablement le pays. Donc, comment donc aujourd'hui, quel exemple peut donc devenir Haïti, n'est-ce pas, pour les pays africains à partir C'est la détermination. Voilà pourquoi tout à l'heure, lorsqu'on parlait de Mandela, je disais qu'une lutte est graduelle. Parce que personne ne pourra faire le reproche aux Haïtiens de s'être battus. Les Haïtiens se sont battus. Mais aujourd'hui, on est toujours à la case départ, on est toujours au point zéro. Donc là, on voit bien que Haïti ne finit pas de souffrir de sa libération. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que les Haïtiens aujourd'hui sont fatigués ou ne le sont, ou tout au moins gardent encore l'espoir d'être le phare du peuple noir? Toussaint Louverture a fait une prédiction. Il a parlé du palmier sacré qui meurt mais qui se régénère. Il dit que on peut, je résume, hein, oui. On peut couper l'arbre de la liberté, mais ses racines sont tellement profondes qu'elles vont continuer. Et donc les Congo d'ailleurs ont une chanson qui dit Badian Sekedi Fadi Sasa. Le palmier meurt mais se régénère toujours. Donc Haïti est un palmier sacré africain qui se régénérera toujours au milieu de la Caraïbe. Ce pays a été envahi en 1915, 4 ans après la mort de Anténor Firmin, qui était le ministre de la Défense de Florville Hippolyte. Et Anténor Firmin n'est autre que l'un des pères du panafricanisme, puisqu'il était présent au premier congrès panafricain de 1900. Et Anténor Firmin fut le premier égyptologue francophone, puisque c'est lui qui a soutenu, le premier qui a soutenu la thèse d'une Égypte pharaonique nègre. Malheureusement, peu d'Égyptiens, peu d'égyptologues kémites le citent en référence. Et il a eu l'audace d'écrire de l'égalité des races
en réponse au pamphlet racial Joseph Arthur de Gobineau qui avait écrit à son époque de l'inégalité de race, disant que les nègres faisaient partie des races inférieures. Donc, Anténor Firmin, intellectuel, brillant intellectuel, visionnaire panafricaniste, va s'opposer à l'installation d'une base militaire américaine en Haïti. Et ce n'est que 4 ans après sa mort, donc puisqu'il est mort en 1911, ce n'est que 4 ans après sa mort, donc en 1915, que les États-Unis d'Amérique décident d'envahir Haïti. Est-ce à dire que les Africains, n'est-ce pas, ne se libéreront jamais? Parce que quand on voit que la tête de proue, n'est-ce pas, est toujours d'une manière plus ou moins symbolique occupée, n'est-ce pas, est-ce que ça veut dire que les Africains du continent, n'est-ce pas, ne pourront véritablement jamais se libérer? Vous savez, la liberté, c'est un long processus. On ne peut pas semer et récolter en même temps. Il faut du temps. On peut semer et ne pas récolter. Et lorsqu'on sème, il faut avoir de la patience. Vous savez, l'Espagne a été occupée pendant 800 ans. L'Espagne et le Portugal ont été occupés pendant 800 ans par les Arabes. Ce n'est qu'au XVe siècle que l'Espagne s'est libérée. Et c'est une femme, une reine qui s'appelle Isabelle la Catholique, qui va chasser les Arabes, notamment de la région de l'Andalousie. Aujourd'hui, l'Espagne est devenue une région très touristique, Ibiza, Malaga, etc. Mais à l'époque, il y a eu des guerres sanglantes. Pendant 800 ans, les Espagnols ont été mis en minorité dans leur propre pays. Ils ont subi le dictat du califat, puisque leur pays était devenu un califat arabe, donc une colonie religieuse. Il faudra visiter la Mesquita de Cordoue ou la Mesquita de Séville pour voir à quel point ce pays a été dominé par les Arabes. L'empreinte laissée par les Arabes en Andalousie, que ça soit au plan musical, si vous écoutez par exemple l'œuvre du célèbre compositeur andalou qui s'appelle Joaquim Rodrigo, qui a composé le célèbre concerto de Aranjuez repris par Miles Davis dans le disque Sketches of Spain, vous vous rendrez compte que l'héritage laissé par les Noirs et les Arabes en Espagne est très très solide. Vous trouverez des mains de Fatima, qui est un signe religieux musulman, dans les rues d'Andalousie, que ce soit à Cadiz, à Grenade, à Séville ou à Cordoba. Donc Cordoue, même jusqu'à El Cap. C'est pour vous dire, même jusqu'à Madrid, vous trouverez des traces. Les Arabes sont arrivés jusqu'à Poitiers. Donc, la liberté est un long processus. Les Espagnols ont dû mettre plus de 700 ans avant de reconquérir leur terre. Donc, je pense que l'Afrique n'a pas été occupée aussi longtemps. Nous devons garder espoir. L'espoir fait vivre. Et je pense que c'est le plus bel adage français. D'accord, merci pour cette interview. Pour la radio Cheikh Anta Diop, avez-vous un mot à dire pour les auditeurs de la radio Cheikh Anta Diop? L'histoire que nous construisons aujourd'hui étonnera le monde de demain. C'est une maxime de Marcus Garvey. Je m'arrêterai. D'accord, merci et à bientôt.